je disais que la société moderne, en 2 coups de cuillère à peau, elle avait détruit 4000 ans de civilisation en Inde, quoi. Bien sûr, à un moment donné, voilà, c'est la catastrophe qui se manifeste sous la forme de cette, ce qui est appelé civilisation. Je dis bien ce qui est appelé parce que je le répéterai chaque fois, qu'il s'agit là d'une anomalie. Oui. Ouais, je comprends. Mais comment ça se fait qu'il y a eu une prise comme ça, aussi rapide, et les gens ont été, comment dire, fascinés quand même pour se jeter comme ça, corps et âme, dans quelque chose qui était complètement dissonant finalement. Ben, parce qu'il a fallu gentiment perdre de vue le point central de ces choses-là, et après, donc, à partir de là, l'illusion peut venir se situer. C'était un peu le cas, j'entends par analogie et non pas par identité. Hein. Ouais. Et par analogie, on va retrouver ça dans l'histoire, en ce qui concerne, par exemple, la fin des rois. On voit la fin des royaumes en France, oui. Et le début de la démocratie. C'est pour que la révolution puisse apparaître, pour laisser place donc à cette démocratie, il a fallu que gentiment le système féodal se dégrade, en fait. Il se dégrade jusqu'au point où il n'a plus de raison d'être. À partir du moment où il n'a plus de raison d'être, il est normal qu'il disparaisse. C'est comme la mort de quelqu'un. À un moment donné, il arrive au bout de sa vie et il disparaît pour laisser place à une génération nouvelle. Ça ne veut pas dire que cette génération est meilleure ou qu'elle est même identique, ça ne veut rien dire tout ça, mais c'est un mouvement qui ne peut pas être évité, ça. Ça fait peut-être partie de l'ordre des choses, donc, finalement. Oui, ça fait partie de l'ordre des choses. Alors, à présent, pour bien comprendre ce que signifient de nouveau les castes, il y a encore un point qui est bien précis, qui est à bien retenir. C'est par exemple, quand on parle des castes, un paysan qui a donc sa nature là, qui est en rapport avec sa caste, il ne pourra jamais devenir prince. Oui. Parce que la caste des Kshatriyas, par exemple, en Inde, c'est une caste royale. C'est de là que sortent des personnages comme les rois ou les princes. Le contraire non plus. Un prince ne peut pas devenir. Une caste, le phénomène des castes, il est là pour maintenir en quelque sorte cette position, pour l'empêcher de tomber. Parce qu'une caste peut disparaître, mais on peut tomber de sa caste, mais on ne peut pas monter dans une caste. Voilà. Ah d'accord, donc le mouvement inverse c'est possible. Oui. D'accord, donc un prince il peut devenir d'un coup, je ne sais pas moi. Ben, il peut chuter. Ça ne veut pas dire qu'il viendra une caste inférieure, ça veut dire qu'il viendra hors caste en quelque sorte. Ah. Voilà. Ok. Parce qu'une caste, dans l'infériorité et la supériorité en question, n'est pas à considérer sentimentalement, elle est avec c'est une homogénéité psychologique, c'est-à-dire une manière d'aborder qui est bien précise à l'égard de toute chose. S'il tombe de là, il ne tombe pas de là dans une autre façon d'aborder, il tombe dans un chaos. Et qu'est-ce qui l'aura amené à ça? Bon, alors là, la chute, la descente, la chute cyclique, en quelque sorte. Non, mais voilà. Je veux dire par là, c'est une attitude, c'est quoi? Et ce qui peut arriver, c'est justement, par exemple, dans le cas d'un enfant illégitime, comme je le signalais, la forme d'illégitimité que j'avais indiquée, c'est-à-dire un mariage de castes différentes, amène l'enfant en question à devenir quelqu'un qui pouvait être dans une caste ou dans une autre, mais il sort totalement du jeu. C'est pour ça qu'on maintenait cette position, pour éviter cette chute. D'accord. Voilà, donc c'était des règles qui permettaient encore d'éviter cette chute. Et pour en venir aux paysans, il ne peut pas devenir prince. Chez nous, on va considérer ça aussi. Un paysan ne peut pas et ne pouvait pas et ne peut pas devenir prince, mais il peut devenir pape. Et il peut sacrer l'empereur. Ah oui, oui, d'accord. Voilà. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec cet ordre hiérarchique, de ne pas confondre avec ce que l'on entend, nous, dans la hiérarchie.
occidentale. J'insiste là-dessus parce que je sais que pour comprendre ça, il faut aller bien au-delà de toutes les idées reçues qu'on a pu avoir. Ah ben là, Mais bien au-delà, je dis bien, dans un sens comme dans un autre. Il ne s'agit pas de les rejeter par révolte ou pour des raisons diverses. Il s'agit de ne pas prendre ça en considération parce que ça n'a pas lieu d'être pris en considération. Voilà. Et dans les ordres hiérarchiques, dans l'islam, par exemple, chacun a son propre prêtre, mais les shérifs sont descendants du prophète et ça forme une noblesse religieuse. Donc cette noblesse, elle se superpose au reste de la société quand même. On est d'accord? Ouais. Elle n'est pas en train d'assumer en quelque sorte une fonction particulière ou exclusive, disons. Ouais. Donc c'est pareil, on va retrouver des castes différentes, ça forme une noblesse dans le sens traditionnel. Oui, ok. Alors disons que le buste des castes supérieures, pour en revenir à l'Inde, parce que je parle de l'Inde, c'est pas parce qu'il n'y a que eux qui sont dans cette attitude par rapport aux castes, c'est qu'eux ils ont mis l'accent là-dessus alors qu'ailleurs ça n'a pas nécessairement été fait, mais de toute façon les choses étaient vécues de la même façon. On ne mélangeait pas les castes, etc. Et le rôle des castes supérieures, c'était essentiellement de maintenir cette perfection primordiale. Il disait bien qu'une caste pouvait être perdue, mais non gagnée. C'est un maintien héréditaire. Ce maintien héréditaire, il est la clé, justement, du système des castes. Pourquoi c'est si important que ça, tu vois? C'est ça que je comprends. Mais pourquoi ça ne le serait pas, alors, à partir de là, on n'en finit plus, là. Non, mais je veux dire, c'est pour le maintien de la pureté de la race. Pour le maintien... On ne parle pas de race, là. On parle de caste. Oui, d'accord. Bon, alors, c'est pour le maintien de... Ce maintien héréditaire, c'est pour ne pas sombrer dans ce que j'ai dit tout à l'heure concernant les dissonances psychologiques, c'est-à-dire l'impureté qui fait qu'après le personnage, il est ni ceci, ni cela, ni tralala, il perd sa vie à tourner en rond dans des histoires où ça n'a plus rien ça n'a d'humain qu'un pâle reflet, voilà. Mais je ne comprends pas pourquoi un trait psychologique a tant d'importance que ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bon, franchement, oui, je dois dire qu'un personnage dans ce qu'on appelle un aspect psychologique, c'est une manière d'appréhender chaque chose. Donc, si on appréhende les choses d'une manière chaotique, on ne comprend plus rien à la réalité, on ne comprend plus rien même à sa propre raison d'être, et puis voilà. Au tout début de la création de ces castes, comment ça s'est formé, quoi, tu vois? Bon, le début, il est avec le début de l'humanité, hein. Il n'y a pas eu un début aux castes après l'humanité. Ce début, il fait partie, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de la nature humaine. Donc il n'y a pas d'hommes avant les hommes, tu veux dire. Alors ça, c'est dans le principe. Oui. Ben, dans le principe, il y a la création qui est dans son ensemble. La totalité des possibilités sont incluses dans un principe. Donc voilà. Est-ce qu'on retrouve ça dans le règne animal? Bah, inévitablement. Hein. Alors, même dans le règne végétal et minéral. Ah, donc c'est à tous les niveaux? Ben, bien sûr. Puisque c'est un niveau principiel en soi, ça se répercute inévitablement sur tous les niveaux. Simplement, l'homme, il y a des règles qui lui ont été indiquées, parce que comme il est libre, lui, il peut faire autrement que ce qu'il faut faire. Il peut transgresser les choses. Tandis que dans le monde animal, végétal et minéral, cette transgression ne se fait pas que très accidentellement. Et cet accident, il est là pour montrer au corps déjà que la perfection n'est pas de ce monde et que c'est l'exception qui va confirmer la règle. L'homme, délibérément, grâce au choix qu'il a, c'est-à-dire la liberté qui est donc l'expression même de sa propre nature, il peut, par rapport à ça, transgresser toutes les lois. Je ne dis pas impunément, mais il peut les transgresser. Est-ce qu'on peut comparer la transgression, par exemple, de la plus haute caste avec la plus basse caste, comme
dans le monde animal, comme ce qui pourrait être la transgression, par exemple, entre un zèbre et un chameau? C'est aussi monstrueux? Bon, ça l'est certainement encore plus. Ah bon? Oui. Ah bon? Ça l'est certainement encore plus. Tant que ça? Oui, oui. Ah, Tout c'est à incroyable. C'est sûr. C'est vrai que on vit dans une espèce de melting pot. Là, pour nous, ça nous paraît complètement étranger ce que tu nous dis là. Tu vois, ça nous paraît insensé ce que tu nous racontes. Tu vois, parce qu'on est dans ce... Peut-être, mais si on veut comprendre quelque chose à ça, il faut se donner la peine d'étudier par minute. Et puis surtout, l'étude consiste surtout à éliminer ces idées reçues qui ont été données là-dessus, qui sont complètement à côté de la question, que ce soit surtout dans notre société. On ne va pas trouver dans une école une explication sur les castes qui tient debout. C'est que des histoires à dormir debout qui ont été faites par des gens qui sont totalement hors du sujet, dans le sens qu'ils n'ont pas justement, ils ne font surtout pas partie d'une caste qui pourrait avoir une connaissance suffisante pour exprimer ça, et c'est ceux-là qui ont le pouvoir de l'exprimer, à qui on a donné ce pouvoir et de l'exprimer. Ce qui veut dire qu'on donne aux ignorants la possibilité de devenir les professeurs, on donne aux ignorants cette disposition d'enseignants. Oui, oui. Mais alors, je vais te dire une chose, dans la société moderne actuelle, c'est plutôt une forme de grandeur d'esprit que de pouvoir s'associer avec quelqu'un qui a une culture différente ou qui a un statut social différent. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais c'est ça les idées reçues. Ouais. Quand je dis qu'il faut éliminer, qu'il faut faire table rase sur les idées reçues, c'est que c'est ça. Les idées reçues, c'est quoi? C'est la totalité de toutes ces choses-là. C'est toutes les données qui sont venues faire référence, alors que les vraies références ne sont plus, ont disparu de la vision de l'homme. Il a une référence de moraliste ou d'économiste ou tout ce qu'on veut, mais pour l'un, ben voilà, oui, non, mais c'est pas normal que, puis là c'est normal que. Alors ce qu'il trouve normal et ce qu'il trouve pas normal, ou ce que l'on trouve nous normal ou pas normal, c'est pas qu'il faut faire table rase dans le sens que il faut donner libre cours à nos penchants, pas du tout, mais c'est qu'il faut faire table rase pour remplacer ça par des véritables références qui sont en rapport avec une tradition et non pas avec un système. Mais si chacun était resté de son côté, je vais poser la question autrement. Cela veut dire qu'il aurait fallu que chacun reste de son côté et qu'on ne cherche pas à découvrir ce que représentent les autres cultures, les autres manières de vivre. Il faut, tu vois, chacun... Ça n'a rien à voir, parce que les hommes de caste supérieure, pour parler de cette façon-là, c'est comme ça qu'il faut le dire, j'ai pas d'autres mots à disposition, mais ce qu'il faut surtout pas faire, c'est de comprendre ça avec la connotation moderne de ces termes. Oui, ce que je veux dire, c'est que ces gens-là, quand on nous a dit, par exemple, que tel et tel a découvert la Chine, l'autre a découvert l'Amérique, tout ça, c'est du blabla d'historiens et de modernistes, c'est-à-dire que on va dire que c'est justement... Pardon? J'ai dit, c'est un montage. Oui, je veux dire, c'est pas un montage sur le plan d'une volonté de faire un montage, c'est que c'est qui a découvert quoi. Parce qu'il y a longtemps, avant que on dira que Christophe Colomb ait découvert l'Amérique, qu'il y avait des échanges avec ces peuples indiens, ou qu'il y a eu des échanges en Chine avec du monde occidental, bien avant que je sais pas qui aille là-bas découvrir la Chine. Ça, il faut pas faire faut virer tout ça de nouveau. Donc, il y a longtemps qu'il y a eu des échanges entre des rois, entre des castes supérieures, mais simplement, ces choses-là n'ont pas été, ça n'a pas été mis en place sur un bouquin avec un drapeau et une fanfare. Des personnages étaient de même caste.
mais ils n'étaient pas nécessairement de même race. Oui. On peut être d'une même caste sans être de la même race. Les personnages de même caste qui ne sont pas de la même race, on préserve le génie de cette race en évitant justement de faire des mariages qui, eux, vont à l'encontre du génie de la race. Mais c'est évidemment, comme position, ça n'a pas la même dimension que des transgressions sur le plan des castes. On peut se côtoyer, mais on ne doit pas consommer la transgression, quoi, voilà. Ben, il n'a jamais été question de transgression avec ces gens-là. Ouais. Des gens qui sont de même caste et qui sont dans leur histoire, des hommes de tradition. C'est comme les Templiers qui allaient dans les pays arabes, et ils venaient pas là-bas, les vrais, ils venaient pas là-bas pour tuer des gens et couper des têtes. Ils pouvaient très bien s'incliner devant le noble, le roi du coin, ou inversement. Ils n'avaient pas. Ça n'a aucune commune mesure avec des histoires où il y en a un qui veut ça, puis l'autre qui ne veut pas lui donner. Ça n'a strictement rien à voir. Je dis de nouveau, je répète, pour virer totalement toutes les idées reçues. Oui. Je ne peux pas en dire plus. Okay. Parce qu'autrement, si on veut les étaler, ces idées reçues, on n'en aura pas assez de 100 vies. Ouais. On peut faire 1 million de constats, on sera encore pas au bout. Donc il faut faire table rase totalement pour reprendre la chose à zéro, pour revoir ça, reprendre des références réelles qui sont eux et qui sont elles dans la tradition, pour comprendre vraiment, autrement ça ne peut pas faire. On aura compris. Ben écoute, je te remercie bien. C'est toujours avec plaisir. Et puis à bientôt. Oui. Allez, au revoir. Au revoir.